bonjour tout le monde. Avant de commencer ma présentation, je tenais à remercier toute l'équipe d'avoir réussi à organiser cet événement en présence, pour avoir fait des colloques là en distanciel. C'était beaucoup moins satisfaisant et du coup là d'être avec des gens et de discuter. Alors j'imagine que ça n'a pas été facile, mais en tout cas je suis très heureux d'être là aujourd'hui en compagnie donc des personnes qui sont présentes. Donc moi aujourd'hui, je vais intervenir sur la figure du zombie comme les autres intervenants, mais je vais plutôt m'intéresser à un cadre plutôt esthétique et cinématographique à partir d'une idée qui est celle de chorégraphie du pire. Alors, par cette formule, chorégraphie du pire, en fait, je voudrais étudier un petit peu aujourd'hui la façon dont les zombies en fait interagissent dans le cadre, la façon dont ils se déplacent entre les corps ou avec l'architecture, et voir si ça nous dit pas quelque chose de l'histoire de la représentation des foules. Alors, si j'utilise le terme chorégraphie, c'est parce qu'il y a l'idée d'un dessin, des gestes du corps, mais aussi peut-être l'idée d'un projet, du dessin comme projet, malgré donc la non-conscience des zombies. Je crois que cette idée un peu de non-conscience sera abordée par la suite. Je tiens juste à préciser donc, que j'avais préparé cette conférence pour qu'elle soit en lien avec la diffusion du film Evil Dead 2. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas c'est le film qui a un petit peu structuré mon intervention d'aujourd'hui, donc je vais y revenir, et du coup je vais pouvoir vous divulgacher sans problème du coup le film et en parler sans difficulté. Donc avant d'aller un peu plus loin dans cette réflexion entre le mouvement, les déplacements des corps zombies, j'aimerais rappeler un peu succinctement l'histoire et l'évolution de la marche zombie au cinéma. En disant que d'abord, cette forme a été celle d'une forme de la contrainte. La forme conventionnelle du mouvement du zombie est en premier lieu celle de la marche lente et pataude. Ce déplacement, ce mode de déplacement, convoque les origines africaines et surtout caribéennes du vaudou, du mythe dans lequel on trouve le mythe du zombie. Alors dans la tradition vaudou, je vais être un peu rapide là-dessus, mais la tradition vaudou est née dans un contexte esclavagiste en Haïti, et le zombie, dans cette mythologie, est tout en bas de l'échelle. Il incarne la situation de l'esclave déporté d'Afrique par les colons, d'abord espagnols puis français, pour travailler dans les plantations. Dans la mythologie vaudou, le zombie est un être vivant empoisonné par un sorcier, enterré puis déterré par ce même individu. Ramené d'entre les morts, dans un état éteint, le sorcier vend les zombies aux propriétaires terriens pour le faire travailler dans les champs à coût zéro. De fait, le zombie, bien qu'inconscient, est tout en bas de la hiérarchie du panthéon vaudou, et sans doute sa figure la plus intrigante en ce qu'il porte l'histoire d'Haïti inscrite dans sa chair putride. Donc, une des premières séquences de déplacement zombie met en scène cette configuration originelle du mythe. Il s'agit d'un des premiers films de zombies, donc, qui s'intitule White Zombie. En France, il a été appelé Les Morts Vivants. C'est un film qui date de 1931, réalisé par Victor Halperin. Donc je vous propose de regarder un extrait qui va illustrer justement cette forme contrainte de déplacement des zombies, on va dire, originels. You know where is the house of dear woman?
Voilà, donc dans l'extrait que vous venez de voir, donc c'est un film avec une ambiance assez expressionniste en noir et blanc, donc on voit des personnages lents, hein, donc il y a d'abord le sorcier, puis il est suivi par donc une ligne de personnages lents au regard hagard et qui marchent mollement en parade. Et on a l'impression de voir donc une succession de damnés dirigés par le maître sorcier, ici incarné par Bela Lugosi. Les zombies ici ressemblent à des êtres cinématographiquement étonnants en ce qu'ils semblent complètement déconnectés de leur environnement et de leur contexte, que ce soit du cadre ou de l'environnement de la fiction. On peut ici noter qu'un des fondements de cette cinématographie, où le corps semble avoir du mal à interagir avec l'environnement, semble proposer un statut ambigu pour les zombies, qu'on peut difficilement qualifier de méchants, c'est-à-dire d'antagonistes, et encore moins donc de héros. Donc on pourrait dire qu'ils incarnent une sorte de statut tiers, puisque par exemple dans White Zombie, le méchant c'est le sorcier qui pilote les zombies, mais les zombies en eux-mêmes sont une sorte de force qu'on pourrait qualifier de force naturelle. On retrouve encore ce paradigme dans les fictions contemporaines. Je pense par exemple à la BD un peu iconique The Walking Dead, dans lesquelles les zombies sont une force présente et les antagonistes sont toujours des humains. Vous avez Negan par exemple, ou le gouverneur, et les zombies sont de simples spectateurs, enfin bien souvent de simples spectateurs qui regardent, là, par exemple derrière les grillages, les héros qui sont au premier plan. Donc le rapport chorégraphique au cadre apparaît ainsi très limité et figé. Il y a un film qui synthétise avec humour cette idée, qui s'émancipe du vernaculaire haïtien. C'est le film Shanks, alors que je vais vous lire, enfin vous passer un extrait avec un autre lecteur. Donc c'est un film de 1974 réalisé par William Castle et qui met en scène des acteurs ayant acquis l'art du mime, dont notamment le Marcel Marceau. Vous allez y voir donc des zombies qui sont des pantins désarticulés et manipulés par une télécommande. Je tiens juste à préciser que dans ce film-là, en fait, le héros a ressuscité, entre guillemets, sa sœur et le mari de sa sœur, qui sont des personnages horribles qui le maltraitaient. Et donc, il arrive à les manipuler comme des pantins et des zombies donc revenus à la vie. Donc, je vais vous passer un extrait où il les emmène faire des courses. Alors, c'est peut-être mieux si je trouve une solution. Voilà. Voilà, je vais arrêter là. Oui, je pourrais aisément vous diffuser le film en privé si vous le désirez. Donc voilà l'affiche du film. Donc c'est un film qui n'est pas très connu, qui a été restauré et qui est sorti en Blu-ray il n'y a pas très longtemps.
Donc voilà, donc dans cette séquence, on voit que leur gestuelle se situe entre la danse et l'automatisme. Donc à l'image de cette séquence où on voit donc les personnages faire les courses, et on assiste à un véritable ballet mécanique qui vire à l'absurdité comique, hein, puisque quand le mari de la sœur repose des éléments sur l'étagère, on a l'impression que c'est rembobiné, qu'on s'est rediffusé à l'envers. Donc on voit que les deux personnages zombifiés agissent avec une synchronisation réussie et une économie de gestes qui fait d'eux de parfaits consommateurs. Et pourtant, ça ne fonctionne pas, hein. Le sens de l'action se voit mis en échec. Alors, ce décalage entre l'action et la résultante anticipe un peu certains éléments caractéristiques d'une certaine modernité cinématographique, et notamment donc, dans le cinéma américain, ce qu'on a nommé le Nouvel Hollywood, qui a perduré entre la fin des années 60 et le début des années 80. Et c'est un mouvement dans lequel le ralentissement, les ratés, remplacent un cinéma classique de l'action maîtrisée. Le philosophe Gilles Deleuze décrit ce cinéma de cette façon. Donc je vous lis la citation. « Des corps à corps maladroits, des coups de poing et de feu mal ajustés, tout un déphasé de l'action et de la parole remplace les duels trop parfaits du réalisme américain. » Donc c'est ce qu'il nomme la crise de l'image-action. Et en effet, Deleuze explique que précédemment, notamment dans sa période classique, le cinéma américain était une sorte de cinéma de la réussite, d'une réussite médiée par l'action, en ce que l'action, le geste réussi, a permis non seulement de résoudre des énigmes et défaire les antagonistes, mais aussi a permis de structurer la forme du cinéma classique par le raccord, comme un geste qui va se poursuivre dans le plan suivant, et présenter donc une certaine philosophie de la logique et de la causalité. Alors cette importance de l'action, dans cette période du cinéma classique, est très bien définie par le cinéaste Raoul Walsh qui dit, je le cite, « Action, 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 cela a été le thème des premiers films et c'est le thème de ceux qui ont du succès aujourd'hui. Que l'écran soit sans cesse rempli d'événements, des choses logiques dans une séquence logique. Cela a toujours été ma règle, une règle que je n'ai jamais eu à changer. » Donc ainsi se dessine une des premières notions du geste zombie dans le cadre, c'est le fait de ne plus répondre à cette injonction par la lenteur, par la non-envie et par la non-action. La mythologie donc, du cinéma hollywoodien est mise en faille par cette sorte de non-réponse qu'incarne le personnage du zombie. Et il faut noter que c'est dans cette période qu'est apparu donc, le cinéma de George Romero, avec La Nuit des Morts Vivants de 1968, qui va renouveler cette figure singulière. On peut dire, pour simplifier, je ne vais pas trop développer, mais que George Romero a mis en place une nouvelle topographie du mouvement zombie, dans laquelle la meute zombie se regroupe désormais en masse, et surtout s'émancipe d'un leader humain tel que l'était le sorcier de la mythologie et de la religion vaudou. Les zombies donc n'obéissent plus, et sont libres de déambuler dans tous les sens et dans le cadre, et sont mus simplement par l'odeur des futures victimes, puisque dans le cinéma de Romero, vous le savez, les zombies sont devenus anthropophages. Et c'est la faim insatiable qui met en mouvement cette foule bestiale, mais toujours démotivée. Alors, pour illustrer cette lecture du zombie qui ne répond plus, j'ai choisi une séquence du film Zombie, donc, qui date de 1978, donc le second film de zombies de George Romero, où il y a des héros qui sont enfermés dans un centre commercial. Et là, je vais vous passer une séquence où des motards s'infiltrent dans le centre commercial et vont vouloir rejouer un des plus vieux gags de l'histoire des gags, c'est-à-dire le coup de la tarte à la crème. Voilà, donc c'est un extrait assez rapide. Et donc on a ici affaire au gag le plus basique de la représentation comique et certainement un des plus efficaces. Or, ici, il y a quand même une difficulté, c'est que la victime n'exprime aucun sentiment, aucune honte,
Et donc il y a là quelque chose qui vient bloquer, on va dire, hein, la relation qu'il peut y avoir entre le farceur et puis celui qui est victime de la farce. Donc la moquerie, on va dire, qui est une sorte d'interaction sociale, est mise en crise, hein, puisque la victime ne manifeste aucune gêne à être entartée. Et donc là, on a un peu la manifestation d'un cinéma burlesque qui finalement ne fonctionnerait plus, puisque les zombies ne répondent plus à aucun sentiment. Donc on peut dire que le zombie vient en quelque sorte neutraliser un peu les genres cinématographiques, dont ici donc celui du burlesque. Alors cependant, si on est tout de même tenté de les entarter, c'est que leur attitude amorphe rappelle tout de même donc, cette ère du burlesque, qu'ils désamorcent donc en ne tombant pas, hein, ils refusent la chute. On peut dire aussi que le cinéma d'horreur a beaucoup à voir avec le cinéma burlesque dans le rapport du corps à l'environnement, qui, dans les deux genres, hein, sont tiraillés entre maladresse, funambulisme, écartèlement et chute. Cependant, les zombies, contrairement aux victimes, trébuchent, donc tombent, mais se relèvent toujours. Elisabeth Millon, qui a écrit donc, sur l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Pierrick Saurin, qui emprunte beaucoup au cinéma burlesque, qualifie donc le personnage burlesque de personnage qui prend tout au premier degré, hein, c'est-à-dire que chaque moment apparaît pour le héros burlesque inaugural. Jean-Louis Schaeffer, lui, décrit le genre burlesque comme, je le cite, un prélèvement violent à sa manière de l'humanité historique, enfer particulier dans la plaie sociale, dans le déchet économique, miracle, deux points, celui-là produit des corps exactement ceux qu'il ne peut intégrer. Donc on peut dire que le genre de l'horreur semble relayer celui désormais désuet, hein, du burlesque, dans une critique de la vie moderne par la mise en scène ici de corps désintégrés, étirés, déchirés, etc. Les zombies sont des silhouettes impossibles qui échappent aux règles, à l'instar des corps performeurs des acteurs du burlesque. En effet, le film d'horreur est un genre politique, souvent bien plus contestataire qu'on ne le pense, en ce qu'il affiche à l'écran les tensions cachées du monde. Et on peut dire que dans les films gore, faire éclater l'unité du sujet, par exemple par le démembrement, revient à faire exploser le consensus social qui structure ce monde. Alors pour illustrer un peu cette idée, je voudrais vous passer un extrait donc, de Evil Dead 2, donc, qui était un peu le film moteur de cette conférence, dans laquelle vous allez voir le pauvre Bruce Campbell se débattre avec sa main qui semble avoir acquis une autonomie. Voilà, donc bon, l'extrait est un peu sombre, hein, mais vous avez un peu vu donc, la main prendre un peu son autonomie par rapport au reste du corps, et il faut saluer la performance de Bruce Campbell, hein, qui est quand même un acteur, je crois que Sam Raimi le considérait comme le meilleur acteur à l'envers du monde.
Là, il dépasse carrément ça. Je trouve qu'il donne vraiment vie à certaines extrémités de son corps, enfin, en l'occurrence ici la main. Donc ici, on peut voir que il y a donc une autonomie des parties. Donc ici, la main. Alors par la suite, Bruce Campbell son personnage Ash va devoir se couper la main et se battre dans une séquence très cartoonesque contre cette main qui lui fait un doigt d'honneur, hein, qui du coup affirme son autonomie par rapport au cerveau, hein, d'accord, qui centralise les actions d'un individu. C'est quelque chose qu'on retrouve alors, magistralement dans le film Branded de Peter Jackson, où là vous avez un héros qui du coup doit détruire à la tondeuse à gazon et réduire en charpie donc des monceaux de corps humains, et on assiste à des plans un peu chaotiques où, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on voit des organes qui se mettent à bouger dans tous les sens, et en tant que spectateur, on commence à avoir du mal à savoir où, à qui et à quoi doit-on apprêter son regard, puisque ça papillonne dans tous les sens. Donc on peut dire qu'il y a une sorte d'esthétique de la révolte de la chair, hein, des tortillements, qui prend la suite du cinéma des corps contraints, qui était donc la configuration des films de zombies originels, hein, tels que White Zombie. Donc cette nouvelle chorégraphie se fait donc malgré eux, hein, malgré les zombies, en ce que ces derniers sont mus par une maladresse et une idiotie par lesquelles le réel et les zombies n'arrivent plus à interagir. Alors pour illustrer cela, j'avais donc ici vous avez un nouveau plan de Branded. On voit le héros avec sa tondeuse et les morceaux de corps. Et donc dans ce rapport entre les corps zombies et l'environnement et le fait que ça ne fonctionne plus, alors malheureusement c'est vraiment très sombre, hein. Là je vous filerai les images si vous pouvez les intégrer. C'est une séquence où on voit dans Zombies donc des zombies en train de qui sont positionnés sur un escalator, et en fait l'escalator se met en marche, et donc on voit les zombies complètement ahuris qui ne comprennent pas ce sol qui se dérobe à eux, et on les voit s'entasser comme ça en haut de l'escalator, les uns sur les autres, comme une sorte de montagne de l'idiotie. Avec le zombie et le réel, on va dire qu'il y a une impression d'un obstacle infranchissable, là où c'était totalement compréhensible pour les individus humains. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la différence entre les zombies et puis des acteurs tels que Chaplin, Keaton ou Jerry Lewis, c'est que d'un côté, donc il y a ces acteurs qui chutent parfois définitivement, et de l'autre, donc vous avez le zombie qui, quoi qu'il arrive, se relèvera toujours, quand bien même c'est dans un état déplorable, par exemple coupé en deux. Ici, donc c'est un des zombies inauguraux de la série The Walking Dead, donc l'adaptation télé de la BD, où on a ce zombie coupé en deux, hein, qui tend les bras comme ça vers le héros qui le découvre. Donc ici, on est face à un simple buste, hein, qui persiste à avancer, donc à la force de ses bras, et qui est un objet mobile capable d'empêcher le film d'arriver au bout. Hein, c'est une sorte de puissance neutre et nulle, un état épuisé mais infatigable, toujours habité d'un peu de résidus de vie. Dans The Walking Dead, on peut dire que ces corps en morceaux sont des lambeaux des grandes mythologies américaines, et en refusant la station allongée, ils atteignent le stade d'une situation irrécupérable. Donc, dans cette idée un peu de corps et de personnages, hein, qui sont dans un épuisement total et qui n'ont plus aucune force, moi, ça m'a donné envie d'interroger un peu ces personnages à l'aune de ce qu'on peut voir, on va dire, du cinéma américain contemporain, puisque je trouve que le zombie c'est un genre qui quand même persiste, hein, qui revient par vagues, et qui cohabite en ce moment donc avec le grand genre du cinéma américain, donc c'est les films de super-héros. Et je trouve que là, il y a deux situations vraiment différentes, à la fois d'un côté donc les zombies comme personnages qui n'ont aucune capacité à interagir avec leur environnement, et de l'autre, les super-héros qui, eux, sont dans une super interaction avec leur environnement grâce à leur super-pouvoir.
mon personnage qui m'intéressait, c'est Captain America, puisque Captain America, donc, c'est un soldat, un super soldat de la Deuxième Guerre mondiale qui se retrouve congelé, puis qui est décongelé plusieurs décennies plus tard. Donc c'est pas un mort-vivant, puisqu'il n'y a pas eu de, comment dire, de fin du signe vital, hein, il a juste été refroidi. Mais du coup, Captain America, quand même, rejoue un peu cette figure du revenant. Mais du coup, du revenant qui revient avec sa pleine capacité à rétablir une justice. On pourrait dire, enfin moi je ne vais pas trop développer, mais on pourrait dire que les super-héros sont peut-être des nouveau-nés du cinéma, à l'image de Captain America qui revient de manière presque amnésique au monde, hein, puisqu'il n'a aucune idée de la façon dont le monde a évolué depuis qu'il a été congelé. Et il y a, je pense, quelque chose peut-être à faire sur l'idée d'un cinéma amnésique par rapport aux films de super-héros qui serait à opposer aux films de zombies, dans l'idée que le zombie peut-être ramène quelque chose d'une mémoire, même si eux-mêmes sont amnésiques, mais par leur corps pourri, ramènerait quelque chose de l'histoire. Mais ça, c'est un point que je n'aborderai pas, c'est juste une piste que je trouve intéressante peut-être à déployer. Un dernier point donc, de cette intervention, c'est d'interroger donc, dans le rapport chorégraphique les films de zombies face aux comédies musicales. Les films de zombies ne sont-ils pas des comédies musicales ratées? Alors, Dominique Paini et Laurence Loupe, dans un article intitulé « Les danseurs cinéphiles », écrivent à propos du film musical « Invitation à la danse » de Gene Kelly que, je cite, « Kelly déshumanise ses personnages pour instaurer un régime purement spectaculaire du corps dépourvu de toute psychologie ». Alors, si on lit ça de manière un peu rapide, on pourrait dire que cet abandon de la conscience dans le geste pourrait désigner un des programmes esthétiques du genre zombie, en tout cas nous permet d'interroger les films de zombies, donc comme je le disais, comme des comédies musicales ratées. Alors ratées tout d'abord parce qu'il n'y a pas de musique, mais aussi parce que la comédie musicale est un genre qui promeut une certaine harmonie sociale par l'interaction des corps qui dansent en rythme ensemble. Ce qui est tout à fait discutable donc, dans les films de zombies, dans ce rapport gestuel. Dans les comédies musicales, il y a une improvisation diégétique, les personnages qui se mettent à danser entre eux comme s'ils n'avaient jamais répété, et donc donnent à voir un monde dans lequel il y a une certaine harmonie. Les corps virevoltent en parfaite synchronisation, même dans des séquences d'affrontement, je pense par exemple au film Grise. Néanmoins, tout comme le genre burlesque ou le cinéma d'action, l'enjeu cinématographique principal est celui donc de la relation des corps entre eux, mais aussi à l'espace cinématographique. Et il me semble que c'est aussi donc, le sujet des films de zombies, donc, comme celui des films d'action, des comédies musicales et du genre burlesque. Alors, une fois dit tout ça, que se passe-t-il dans les films de zombies d'aujourd'hui ? Depuis notamment 28 jours plus tard de Danny Boyle, qui date de 2002, on voit les zombies courir comme des dératés. Même si ce n'est pas le premier film à mettre en scène des zombies qui courent, il a quand même rétabli une nouvelle configuration de laquelle on n'est pas sorti. Et donc on est plus proche du fauve que du somnambule des premiers temps, comme on peut le voir dans White Zombie. Alors pour illustrer cette idée, je vais vous passer un extrait de World War Z, qui est un film de Mark Foster, qui date de 2013, donc un film avec Brad Pitt, dans lesquels on va voir une foule zombie construire une pyramide, donc c'est une foule numérique, mais construire une pyramide pour envahir le monde des humains. Voilà, donc
trait un peu brutal sur l'extrait, hein, mais ici, comme on le voit, donc l'appel de la chair met en scène l'aspect vraiment organique de la foule zombie, hein, qui se transforme donc en une pyramide de corps. Et en fait, l'accumulation des corps donc, leur permet à un moment donné d'arriver au-dessus du mur et de rentrer dans le monde des vivants pour les dévorer. Donc ici, l'autre rapport de la chorégraphie zombie est donc rapport est donc celui collectif d'une masse qui déferle dans l'écran et contamine lentement tout le cadre par le principe de la morsure. Cette séquence pharaonique qu'on vient de voir semble évoquer une version ratée ou négative d'un certain cinéma hollywoodien ultra peuplé, à l'image des adaptations bibliques comme les 10 commandements ou encore Ben-Hur, mais ici structuré par l'instinct animal. Le cinéma zombie donc reconfigure un des projets historiques du cinéma de mettre en scène la foule, ici donc sous l'angle de la désobéissance et peut-être de la reconquête de l'espace filmique par les sans-noms. Alors, pour conclure, je vais citer le critique Hervé Aubron qui qualifie dans un de ses textes les films de zombies par la devise « Seuls, tous ensemble ». Mais peut-on danser tout seul, ensemble, sans se cogner ? Alors, c'est dans le rapport à l'altérité que l'on peut trouver une réponse, et notamment dans un film qui date de 2001, film japonais donc de Takashi Miike, qui s'appelle La Mélodie du Malheur, qui est un remake d'un film coréen datant de 1998. Le film raconte l'histoire d'une famille dont le projet d'auberge tourne à la catastrophe, car chaque client y décède. Alors, la particularité de la version japonaise, c'est qu'elle possède une séquence musicale qui est totalement donc absente de la version coréenne, dans laquelle les clients morts reviennent sous la forme de zombies, et au lieu d'attaquer donc les tenants, les propriétaires de l'auberge, et donc de revenir sous une forme de hantise culpabilisante, décident de danser avec les vivants, donc dans une très belle séquence que je vais vous passer en espérant que ce ne soit pas trop sombre. Voilà, donc ici, vivant et mort participent d'une mise en mouvement de l'image, et on est très loin de l'inertie des premiers films zombies, hein, mais aussi peut-être d'un cinéma contemporain, parfois déprimé face aux angoisses civilisationnelles qu'il raconte.
Ici, la revitalisation du cadre est aussi peut-être sa remise en question par des configurations inédites où les altérités préfèrent danser ensemble que s'affronter par barrières interposées, comme le donne à voir donc la séquence, alors certes magistrale, hein, mais un peu datée, on va dire, du film World War Z, hein, l'extrait donc, que j'ai passé tout à l'heure. Je vous remets ici, donc, vous ne voyez pas très bien, mais l'image de la pyramide. Donc cette image pour moi de la pyramide de World War Z, elle est assez iconique, et j'ai envie de la confronter à une autre pyramide, qui est une pyramide plutôt cinéphile, du film One Cut of the Dead, qui est un film qui date de 2017, qui est une comédie à petit budget, mais qui a eu un succès énorme au Japon, et dans laquelle le zombie est une excuse afin de reproposer dans le cadre la lutte du corps humain qui s'abandonne dans un projet collectif, soit donc une revitalisation du cadre par cette figure singulière et plus du tout amorphe du zombie. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Rafik Djoumi, je suis journaliste culturel. Voilà, je ne vais pas me présenter trop dans les détails, mais en gros, j'ai fait une émission pour Arte qui s'appelait Beats, BITS, autour de qui parlait de la culture pop, et dont le principe était de recoller les morceaux ensemble. Donc c'est ce que je me propose de faire, en fait, à la suite de ta conférence, parce qu'évidemment, elle m'a rappelé, remis en mémoire pas mal de choses, et si tu le veux bien, on va échanger là-dessus. Alors tu n'hésites absolument pas à me couper la parole du coup, parce que je vais partir un peu dans tous les sens par rapport à ce que tu nous as expliqué. Alors évidemment, ta conférence portait sur la question de la chorégraphie et donc de la façon de montrer le zombie, c'est-à-dire de le mettre en scène. Et donc, effectivement, en dehors de la chorégraphie du comédien, il y a aussi une façon de le cadrer et de l'éclairer. Et cette façon de le cadrer, de l'éclairer et de le monter, elle donne en fait son sens et son identité au zombie. Dans les films des années 30-40, comme dont tu nous as montré White Zombie tout à l'heure, on aurait pu citer aussi le film de Tourneur Vaudou. Il y a un élément qui est déjà intéressant dans la façon de montrer ces zombies, c'est qu'ils ne regardent jamais les protagonistes, en fait. Hein. Ils sont souvent présentés avec un regard qui va au-dessus de la ligne du regard des comédiens. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui va se perpétuer longtemps dans le cinéma de zombies. Les images les plus marquantes des films de Lucio Fulci de la fin des années 70, comme L'Enfer des zombies, je crois que c'est 81, 79, 79, je crois. 79. Donc Lucio Fulci, c'est un cinéaste italien qui est considéré plus ou moins comme le deuxième grand spécialiste du cinéma de zombies. Voilà. Ces zombies à lui, les plus iconiques, sont vraiment regarde le ciel. Et dans la démarche du zombie, on a souvent la tête qui tombe. Ce côté démantibulé, en fait, est mis en évidence par le fait qu'on ne peut pas établir le contact visuel avec eux. Donc on ne peut pas communiquer avec le zombie. Lorsque Georges Romero fait son 3e film consacré au sujet, Le Jour des Morts Vivants, dans Le Jour des Morts Vivants, il y a un zombie qui est le fruit d'une expérience des militaires et des médecins, et qui en fait commence à être doté d'une forme d'intelligence humaine. Ce personnage s'appelle Bub, ouais. et il nous est présenté dans une longue séquence, mais une longue séquence où, et c'est intéressant, on insiste beaucoup sur son regard en fait, et sur l'expression de ses yeux quand il découvre les objets, etc. Donc c'est vraiment dans la façon de filmer le regard qu'on décèle la vie ou la non-vie du personnage. Oui. Oui, non, c'est très intéressant, puis
il y a souvent, enfin, le zombie qui a une absence d'iris, quoi. C'est les yeux blancs, donc il y a pas de. C'est comme si le regard était retourné vers l'intérieur et qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Donc c'est effectivement une difficulté d'interaction avec les humains qui se fait. Et j'ai l'impression qu'il y a justement une petite transformation. Alors dans le territoire des morts vivants, il y a aussi un zombie leader, le pompiste, dont j'ai pas le nom, je ne sais même pas s'il a un nom précis, mais j'ai le souvenir que c'est beaucoup moins porté sur le regard que celui du jour des morts vivants, où on sent qu'il y a une sorte de réveil, quoi, de la mémoire qui se fait. On ne sait pas si c'est des souvenirs, juste des stimuli qui reviennent, ou s'il y a vraiment une sorte de reconscientisation, reconscience, on va dire, de l'avant qui revient, quoi. Et je me demande si cette pente-là des années 80 n'est pas redescendue après. Après, moi, il y avait une série qui m'avait intrigué, dont le nom m'échappe. Justement, les zombies étaient, faudrait que je retrouve le nom, mais sont réintégrés dans la vie humaine, quoi, et donc il y a une persistance, il y a un appui un peu plus fort sur la part humaine, vivante du mort-vivant. On a tendance à plutôt appuyer sur le côté mort du vivant, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se retransforme actuellement. Et notamment dans le cinéma japonais, c'est pour ça que j'avais terminé là-dessus, où finalement, il y a une transformation de cette force, troisième force, en force presque héroïque et principale, quoi. Il faudrait peut-être regarder aussi du côté de la BD un peu plus que Walking Dead. Je n'ai pas trop cherché, mais peut-être qu'il y a aussi des formes un peu héroïques du mort-vivant qui appuierait quelque chose de beaucoup plus humain que ce simple corps qui déambule de la majorité des films de zombies qu'on connaît. Ouais. Alors toujours question de mise en scène, donc pour précision, historiquement, on considère que effectivement George Romero en 1968 avec La Nuit des Morts Vivants établit ce qu'aujourd'hui on appelle le zombie cinématographique, ce qui est d'autant plus intéressant que lui ne les appelait pas zombies, hein, à l'époque il les pensait comme des morts vivants, c'est le public qui en a fait des zombies. Et du coup, qui a fait que lorsqu'il a fait le deuxième film, il l'a appelé zombie, mais voilà. Donc Romero redéfinit le zombie parce que jusque-là, effectivement, il n'était pas, comme tu l'as précisé, il n'était pas l'antagoniste. Dans White Zombie, l'antagoniste, c'est clairement le sorcier Bela Lugosi. Bon. Et là, tout d'un coup, dans ce film, il devient effectivement cette force qui n'a pas d'identité, qui est une foule, et qui devient l'antagoniste principal du film. Et il y a quelque chose de très intéressant en termes de mise en scène avec La Nuit des Morts Vivants, si on considère que c'est l'arrivée du zombie cinématographique, il arrive de la façon la plus insignifiante qui soit, puisqu'elle arrive en bord cadre. C'est-à-dire que la scène d'ouverture de La Nuit des Morts Vivants montre un jeune homme et une jeune fille qui sont en train de s'engueuler dans un cimetière, et au fond, il est à peine visible, on a un figurant qui passe et qui va se révéler dans la suite de la scène être effectivement un zombie et s'en prendre à la jeune fille. Et donc son entrée en scène dans le monde du cinéma, elle se fait complètement à la marge, se vend au coin de l'œil. Alors ça c'est intéressant. Ouais, et puis du coin et en même temps déjà présent dans l'image, quoi. C'est-à-dire que il y a un film que j'avais beaucoup aimé, c'est It Follows, qui rejoue beaucoup cette structure-là où en fait c'est les personnages principaux sont attaqués par des personnages qui sont au fond de l'image et qui avancent tout doucement. Et c'est vrai qu'en tant que spectateur, on se focalise aux personnages qui sont au premier plan, quoi. Et ça prend du temps à se dire, mais il y a un truc c'est bizarre là, le truc il grossit, il se rapproche, etc. Et moi, c'est cette idée-là que j'aimais bien dans les films de zombies. C'est une présence qui était déjà là, mais à laquelle on ne fait pas attention. C'est ça. Et qui va un peu à l'encontre des monstres qui viennent du hors-champ ou qui se manifestent par le bruit, etc. Là, il y a quelque chose de vraiment qui habite. Donc la hantise, c'est aussi habiter, quoi, qui est déjà présent et auquel on ne fait pas attention et qui vient tout bouleverser. Et je trouve qu'il y a un choc qui se produit là dans ces films-là par cette stratégie, on va dire, narrative assez inédite, quoi, effectivement. Ouais. Et qui en plus souligne effectivement l'idée qu'il n'est pas un individu, puisque effectivement c'est un figurant. Oui, on l'a pris comme ça, et au fond les zombies ne seront toujours que des figurants. Sur cette idée de bord cadre, bon, alors je ne vais pas insister sur le caractère psychanalytique de ce que l'œil perçoit à peine, puisque ça nous renvoie un peu à un essai très célèbre de Freud sur la peur qui s'appelle L'inquiétante étrangeté. Hein, et donc il y a aussi ce côté que ce qui fait peur, c'est quelque chose qu'on connaît, mais
qu'on a juste aperçu du coin de l'œil, sur lequel notre esprit ne s'est pas concentré. Sur ce côté du bord cadre, il y a eu un autre événement dans l'histoire des zombies dans l'audiovisuel, qui a été le basculement de la figure du zombie au cinéma à la figure du zombie dans le jeu vidéo. Et le jeu vidéo qui a vraiment imposé le zombie de manière définitive, c'est un jeu de 1996 qui s'appelle Resident Evil. Et il s'est passé un truc intéressant, c'est que pour des raisons au départ technologiques, il avait été décidé que ce jeu ne serait pas avec des décors mouvants, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de scrolling comme on en avait déjà dans les jeux à l'époque, parce que les auteurs voulaient quand même avoir des zombies relativement bien modélisés, ce qui demandait beaucoup de calculs, et donc on ne pouvait pas en plus faire un décor en 3D, avec les consoles de l'époque c'était impossible. Donc il a été décidé que ce jeu se jouerait sur une série de plans fixes. Et donc, quand on joue au premier Resident Evil, en fait, on a un personnage qu'on manipule, mais à l'image, on le voit passer dans le champ, sortir du champ, et on change de cadre, et on a un nouveau plan dans lequel le personnage entre, etc. Et donc, ce qui a été très intéressant avec ce jeu, c'est que le zombie dans Resident Evil, comme tous les zombies de Romero, se déplace très lentement, donc il ne devrait pas être ressenti comme un danger imminent pour le joueur. Mais ce jeu de cadre faisait qu'il y avait en fait sans arrêt des instants de panique, parce que le joueur essayait de viser, donc déjà il ne pouvait pas vraiment bien viser parce que son personnage, parfois, c'était un plan où le personnage était de face, donc il fallait qu'il se débrouille avec sa manette pour faire en sorte il fallait repenser le mapping des touches pour la configuration. Voilà. Et en plus, un moindre mouvement sur le côté faisait qu'on changeait de plan, que le zombie disparaissait et réapparaissait, parce qu'il était dans un plan, mais il n'était pas dans l'autre. Et donc, on s'est retrouvé avec un effet de mise en scène, en fait, d'absence, présence, etc., qui était généré par le joueur lui-même, en fait, et qui démultipliait l'angoisse dans ce jeu. Donc, encore une fois, le zombie en bord cadre, il prouve qu'il a vraiment une signification particulière sur nos mécanismes d'angoisse. Bah, là, tu me fais plaisir, mais tu me lances dans un truc où on ne va jamais s'arrêter, hein, justement sur les jeux vidéo, parce que ça me passionne évidemment. Et c'est vrai que ce jeu-là, il a aussi en partie relancé la carrière de George Romero, puisqu'il avait fait les pubs pour le Resident Evil 2, et qui devait faire le film à la place de Paul Anderson. Et Capcom, enfin les auteurs du jeu, s'étaient vraiment réclamés, mais comme tu le dis, dans le ralenti des personnages, etc., vraiment dans les films de Romero, et pas dans les films plus contemporains où ça court dans tous les sens, et comme on peut l'avoir avec Dead Rising ou des jeux comme ça, où là c'est beaucoup plus nerveux. Et c'est vrai que il y avait cette idée de ce que tu dis, c'est vachement intéressant, parce que c'est vrai qu'en changeant de décor, on rentre dans le contre-champ, quoi. Enfin, ou en tout cas dans le hors-champ. Et c'est vrai qu'il y a le zombie souvent qui attend qu'on s'approche pour se déclencher comment on appelle ça, l'action, quoi, l'action, pour s'approcher de soi. Et du coup, il y avait vraiment une inquiétude comme ça. Il y avait des fois, on s'arrêtait dans le plan, et on se disait, je sens qu'il va y avoir quelque chose dans le plan suivant, j'ai pas envie d'y aller. Mais c'était au joueur finalement de décider du moment où il allait enclencher sa confrontation. Et puis on change de valeur de plan aussi. Il y a des fois on arrive dans un plan, donc c'est filmé comme une caméra de vidéosurveillance en plan large, et puis on avance, et là on arrive sur un gros plan, le visage de notre protagoniste. C'est vraiment très très étonnant comme jeu. Et c'est vrai que le changement de mise en scène des Resident Evil a un peu gâché, je trouve, le projet original, quoi. Non, mais et puis bon, moi je me permets juste ça peut t'intéresser comme problématique, mais par exemple là le World War Z, donc c'est des foules générées numériquement. Je crois que c'est un logiciel de Weta qui a fait Massive, voilà, qui a fait ces trucs-là. Et là on a une symbiose entre le jeu vidéo et le cinéma en termes de mise en scène de ces corps. C'est pour ça que je parlais de Ben-Hur. Ça, c'est un cinéma où il y avait beaucoup de figurants, des dizaines de milliers de figurants. Et là, on retourne dans un cinéma hyper habité, mais alors, du coup, là, c'est numériquement. Voilà. Mais c'est vrai que pour moi, le zombie, ça a été relire le cinéma sous l'angle des figurants, effectivement, de l'arrière-plan, ceux qu'on ne regarde jamais, ceux qui sont payés. Il y avait un figurant de zombie, justement, qui disait on a été payé $20 et on avait une lunchbox. J'ai été un zombie dans Dawn of the Dead, quoi. Moi, j'aurais rêvé faire ça, hein, franchement. Je mis ça sur mon CV, j'aurais été heureux, quoi. Mais il y a cette lutte des classes, pour moi, dans le cadre du cinéma, entre le premier plan et l'arrière-plan. Voilà, et cet envahissement comme ça qui vient tout dévorer.
j'y vois un enjeu un peu politique sur ces rapports de classe et de strates, quoi. Donc il participe un petit peu de tout ça. Et c'est vrai que dans les films, on parlait un peu du V-Ball tout à l'heure, ma grande passion actuelle, mais où il avait fait House of the Dead, où il y avait il insérait des séquences de jeu dans le film. Donc on passe du plan subjectif avec je crois qu'on voit la main, je sais plus non, je crois pas dans House of the Dead, on voit juste un curseur qui se mélange avec avec le film habituel. Où il y a une sorte de syncrétisme comme ça, des formes qui synthétisent un petit peu, je trouve, l'évolution aussi technologique de la représentation des corps, quoi. Et donc, tout à l'heure, tu citais le Nouvel Hollywood, quand tu nous as passé l'extrait du film de la production de William Castle, que je n'ai jamais vu, donc merci de nous avoir amené cette pépite. Le Nouvel Hollywood, donc il démarre à la fin des années 60, hein, avec, en gros, on considère qu'il démarre avec Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, à peu de choses près, et puis ensuite il y a le succès d'Easy Rider qui va l'entériner. Donc, La Nuit des Morts Vivants de Romero, il arrive à cette époque-là, et c'est un film. La Nuit des Morts Vivants, c'est ce qu'on appelle un film d'exploitation, c'est-à-dire c'est vraiment un tout petit budget qui a été fait pour une sortie rapide dans les drive-in à l'époque. Voilà, il n'a pas du tout vocation à devenir le classique dément qu'il est devenu. Je crois que c'est 2 ans plus tard qu'il a eu une distribution au cinéma, je crois. C'est ça. Hein, ouais. Et 3 ans plus tard, il était carrément au musée d'art moderne voilà, de New York. ça, donc il a eu une carrière absolument météorique. Mais le fait est que le Romero, dont c'est le premier long métrage, il est entre 2 écoles quand il fait ce film. Il est dans un certain classicisme, où il reprend une imagerie de la confrontation qui est héritée du western. On a pas mal de plans dans le film, voilà, où le héros, qui est d'ailleurs un Afro-Américain, et c'était quelque chose qui à l'époque avait pas mal surpris le public. Donc ce héros Afro-Américain avec son fusil, voilà, qui tire sur ses figures, sur ses corps, qui pourraient être, voilà, des Indiens. Et on a les chants contre chants typiques du western, donc très classique, et en même temps plein de caméras portées. Plein de plans très rapprochés sur des visages, notamment lorsqu'ils dévorent la viande, etc., qui sont vraiment des plans entre guillemets dégueulasses, quoi, puisque on a une déformation des formes, et qui sont des choses qu'on commençait à voir dans le cinéma européen à l'époque, mais pas du tout dans le cinéma hollywoodien. Donc il y a déjà 2 écoles qui viennent se clasher. Je suis assez d'accord, et puis aussi thématiquement, parce que si je me souviens bien, dans La Nuit des Morts Vivants, il y a quand même une explication de série B, un peu de radiation qui viennent de Vénus ou d'une météorite, je ne sais plus, donc qui vient légitimer une transformation, alors que pour moi, la radicalité des films de zombies, notamment de Romero, c'est justement l'inexplicable d'une révolte du corps mort, et justement qui n'est pas expliqué. Et je dérape un peu, mais moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, par exemple, dans The Leftovers, la série, où il y a une disparition donc, de 2% de la population, et l'enjeu de la série, c'est pas pourquoi ils ont disparu, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Et il y avait cette force, je trouve, en germe dans le premier, La Nuit des Morts Vivants, où effectivement il a un peu le cul entre des chaises en balançant une petite explication comme ça. Il y a des bribes aussi d'émissions télé où il joue, hein, je crois d'ailleurs, un scientifique qui donne des sortes d'explications, mais c'est des bribes en fait, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, c'est des hypothèses, quoi. Mais c'est vrai que du coup le film il fait la jonction entre 2 choses. C'est dans le deuxième qui prendra le parti effectivement de ne plus rien expliquer et de jeter le public, le spectateur complètement dans l'action, puisque le film démarre alors que l'invasion zombie a déjà pratiquement bouffé la société. Fini, tout à fait. Donc voilà, c'est dans cette façon de mettre en scène. Tu as aussi parlé du burlesque, évidemment. Difficile de ne pas y penser dans la mise en scène des corps au cinéma, quelle qu'elle soit. Et ça m'a fait faire un rapprochement que tu as peut-être affirmé ou confirmé. Le cinéma d'horreur, le cinéma gore américain, c'est quelque chose qui est souvent ignoré, vient de la culture française. Puisqu'en fait, c'est le premier réalisateur à avoir fait un film gore aux États-Unis, c'est un gars qui s'appelait Herschel Gordon Lewis, qui au départ était spécialisé dans les films semi-érotiques, mais il voyait bien que ça marchait plus parce qu'on commençait à avoir des fesses dans tous les magazines à l'époque, donc voilà, les gens n'avaient plus payé pour aller voir un bout de sein, et il s'est dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour les faire bouger de chez eux, et donc il a eu cette idée de mettre de la barbaque, du sang dans tous les coins. Avec des bouts de fesses. Avec des bouts de fesses, tout à fait. Et ça a été un
carton cosmique totalement hors proportion par rapport à ce projet. Bon. Mais en fait, son inspiration, et on le sait parce que c'était dans sa correspondance, c'était le théâtre du Grand Guignol, qui est en fait un théâtre de la fin du 19e siècle, qui était à la rue Chaptal à Paris, et qui était l'équivalent donc de ce qu'était Guignol pour les enfants, mais pour les adultes. Donc on le sait, Guignol, il tape sur les gendarmes. Et là, en fait, dans ces pièces qui étaient volontairement anarchistes, donc fin du 19e à Paris, l'anarchie est presque au sommet de sa gloire, on va dire. On allait, en fait, le bourgeois allait s'encanailler en assistant à des mises à mort de familles bourgeoises. Donc on tuait des curés, on tuait des juges, on tuait en fait tout ce qui représentait le pouvoir et l'oppression dans des gerbes de sang, et les gens se réjouissaient presque de recevoir ces gerbes de sang à la figure. Et ce théâtre du Grand Guignol a perduré à peu près jusqu'aux années 30-40, je ne sais plus, enfin dans ces eaux-là. Mais il a vraiment existé. Et donc le cinéma d'horreur américain s'est complètement basé sur les excès sanguinolents de ce genre-là, qui, comme on le voit, est extrêmement politisé à la base. Alors ce qui est intéressant, c'est que chez Herschel Gordon Lewis, il n'y avait pas de politique, c'est-à-dire que lui n'a jamais pensé en termes anarchie, bourgeoisie, etc. Lui, c'était de l'exploitation pure. Mais le geste anarchique qui était dans la mise en scène de ces corps démembrés, il était là de toute façon. On le retrouve tout à fait. Ouais. Et effectivement, il va parcourir ce cinéma. Évidemment, Georges Romero, même si parfois il s'en défend, à l'époque, il se défendait d'avoir fait un film politique, il était quand même dans cette mouvance. Disons qu'il y a un écart, il y a distinguer les intentions et puis la réalité de l'œuvre qui, de toute façon, va dire quelque chose d'une façon ou d'une autre qui va être donc conscientisé ou pas, quoi. Alors, c'est vrai que Gordon Lewis, moi j'ai souvenir de films quand même très théâtralisés justement, enfin un peu à la Méliès, quoi, avec un fond très plat, et puis au premier plan, comme un magicien, quoi, on voit les morceaux de corps, les machins, les gars avec parce qu'ils ne savaient pas très bien faire. Exactement, oui, je pense aussi, ouais, tout à fait. Très, très réfléchi. Après, il y a effectivement, c'est le surgissement de l'horreur qui apparaît dans les années 60. Alors, je crois que Blood Feast, c'est 63, je crois. Ça cohabite avec des images télévisuelles assez horribles comme l'assassinat de Kennedy, qui est voilà, une tête qui explose quand même, puis pas n'importe quelle tête, quoi. Donc, il y a quand même des circulations, alors qui ne sont pas intentionnelles, mais il y a quand même des circulations de signes qui sont vachement étonnantes et disent quelque chose quand même, bien je sûr, trouve. Bien sûr. Et c'est vrai que dans dans les films zombies, il y a ces plans où on tire, il y a la tête qui explose, tout ça, et qui renvoie, notamment quand les films cohabitent avec cette période-là. J'imagine que pour le spectateur de l'époque, ça doit faire ça résonne, quoi. Donc, comme nous avec le 11 septembre qu'on a pu, enfin voilà. Tout à fait. Et le public de La Nuit des Morts Vivants à l'époque, pas le réalisateur, mais le public citait directement la guerre du Vietnam, comme étant, pour eux, c'était évidemment un film sur le Vietnam. Parce que, on l'a oublié, mais à cette époque-là, les Américains étaient bombardés tous les soirs à 20h par des images absolument ignobles. Il n'y avait aucune contre-propagande, aucune censure. Et vous voyez l'horreur de la guerre en direct. Donc évidemment, ce film a résonné pour eux à ce niveau-là. Il y a aussi Tom Savini qui a fait les effets spéciaux sanguinolents de zombies. Qui disait dans un entretien, voilà ce que je fais, mon métier en fait, ce que je fais, c'est ce que j'ai vu là-bas, quoi. Parce que lui, il a fait le Vietnam, et du coup, il disait, voilà, je rejoue en fait ce que j'ai pu voir en vrai sur le terrain, quoi. Donc, et en même temps, il se défendait d'exorciser des démons en faisant ce métier de maquilleur. Oui, après ça, c'est son problème à lui, mais en l'occurrence, voilà, il a quand même remis de la matière, enfin, il a ramené des matériaux, entre guillemets, sur le film, quoi. Vous l'avez vu dans l'extrait de Zombie tout à l'heure, c'est le loupard avec une petite moustache, un blouson noir, qui d'ailleurs... qui joue un zombie dans Territoire des morts vivants, non? Je sais dans le remake de d'accord. Il a réalisé un remake de Night of the Living Dead. Oui, c'est vrai, dans les années 90, oui, tout à fait. Tout à fait. Avec une actrice de Babylon 5, je ne sais plus son nom. Donc oui, donc voilà, la mise en scène des corps, voilà, on passe du burlesque. Le burlesque nous rappelle que l'origine grand guignolesque de ça. Et donc toujours en restant dans le burlesque, évidemment, tu as cité Brain Dead de Peter Jackson. Évidemment, tu t'apprêtais à nous passer Evil Dead 2 de Sam Raimi. Et que ce soit Brain Dead ou Evil Dead 2, les références avouées, admises par les réalisateurs, c'est le cartoon. Et effectivement, le burlesque, par plus souvent celui de Buster Keaton que celui de Charlie Chaplin,
Mais le cartoon, c'est évident. Donc la scène de la main que vous n'avez pas vue en entier, parce que c'est vraiment toute une séquence, effectivement, ça devient un Tom et Jerry, Oui. puisque lorsqu'elle finit par être détachée, enfin lorsqu'il la coupe, elle se sauve dans un trou de souris, voilà, elle le nargue, etc. Et lui tire au fusil pour essayer de la voir. Donc on est vraiment dans le cartoon à plein régime. Et Peter Jackson, donc lorsqu'il fait Branded, il a effectivement l'intention pas seulement comment dire, de faire des débauches d'hectolitres d'hémoglobine, bien que c'est pour l'anecdote, un film qui a établi un record en termes d'utilisation de sang sur un plateau. Le sang, à l'époque, se faisait avec une concoction à base de sirop d'érable. Et en fait, il y a eu une rupture de stock dans la région de Wellington, en Nouvelle-Zélande, et les autorités ont mis du temps à comprendre que c'était à cause du film d'horreur de Peter Jackson qu'il n'y avait plus de sirop d'érable dans le pays, quoi. Mais en fait, le délire avec Branded, c'est effectivement de chercher par tous les moyens, enfin tout ce qu'il est possible de faire en fait avec des morceaux de corps et de la façon de les interpénétrer les uns aux autres, etc. Il y a une séquence de Branded, moi je recommande vivement la vision de ce film, mais il y a une séquence que je vais essayer de vous décrire pour qu'on comprenne l'héritage du burlesque. Il y a un intestin qui a pris vie à un moment donné. Voilà. Comment ? Je voulais passer l'extrait, de l'intestin. Donc, tout le film se passe dans une maison et le héros, en fait, cherche à empêcher ces zombies de sortir de cette maison et d'envahir la ville. Donc, c'est l'inverse du principe de zombies où il faut se protéger en restant dans une maison. Là, il faut les empêcher de sortir. Et donc, là, tous les zombies sont dans le hall pratiquement, et il y en a quelques-uns dans la cuisine. Et dans la cuisine, il y a une zombie infirmière, je crois, dont le crâne a été enfoncé sur une lampe. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Et elle ne peut pas se détacher du mur, du mal à se détacher du mur. Et donc on a dans le grenier l'intestin qui est parti courir après le héros. Et le héros est réfugié au grenier. Bon, essayez de suivre la topographie des lieux. Et donc il y a toute une séquence où le héros finit par tomber du grenier, accroché à l'intestin, voilà, suspendu par l'intestin, mais l'intestin, lui, est accroché au fil électrique. Et le fil électrique prend l'infirmière et la bloque contre le mur. Et donc elle essaie d'avancer pour se détacher, et en avançant, elle tire sur le fil électrique, ce qui remonte le héros qui était dans le hall de la maison. Donc toute la scène est vraiment construite comme un gag typique du cinéma burlesque, qui est le genre cinématographique qui a été celui où on a vraiment commencé à travailler la notion de parallélisme dans l'espace, c'est-à-dire avoir des actions parallèles, puisque vous pouviez tirer une tarte à la crème de la cuisine qui atterrissait à la face de quelqu'un qui était dans le salon, et tout le gag, toute la joie du gag était justement dans ce dialogue en fait entre les différents lieux, les différents cadres. Et donc voilà, Branded a vraiment été conçu, le projet vise uniquement à ça en fait, à mettre en scène le corps dans tous ces délires burlesques possibles et imaginables. En plus, c'est un film comique, quoi. Enfin, malgré l'horreur qui se déferle dans le cadre, ça reste quand même une histoire d'amour. Bon, l'histoire d'amour, elle est très belle, hein, mais il y a quand même une tonalité comique dans le film qui appuie cette idée, effectivement. Moi, ce qui m'avait marqué dans Branded, c'était vraiment cette idée qu'à un moment donné, je ne sais plus ce que je dois regarder, quoi. Ce que je voulais dire tout à l'heure dans cette idée de plan chaotique, c'est que il n'y a plus de premier plan, de second plan, etc. On a de la chair partout, sur les murs, sur le sol, etc. Et ça bouge de partout. Il y a une image, je ne sais pas si vous l'avez bien vue, mais où il y a une tête coupée comme ça, et ça bouge encore. Et le truc, on ouvre une porte, ça le cogne, il se fait déplacer. Tout vit, tout frétille. Enfin, c'est vivace, quoi. C'est pas que, finalement, c'est pas que la mort, c'est vraiment l'aspect vivace de la chair, quoi, qui vient vraiment compliquer le rapport au cadre et à la lecture des plans. Je vais vous interrompre, je suis désolé, merci beaucoup. Merci. Merci, on va recevoir maintenant Yann Schmitt qui nous dit que nous ne sommes pas des zombies. Merci en tout cas. Merci.